Bonsoir et bienvenue dans Sport10, votre magazine sportif bien sûr qui traite donc de l'actualité sportive du département, même si cette actualité n'est pas très riche, mais nous sommes encore là et nous luttons aussi bien sûr avec les sportifs et nous sommes bien là. On va ce soir parler donc de voile et j'aurai donc le plaisir de recevoir Rodolphe Sefo. Rodolphe Sefo, bonsoir. Bonsoir Séverine. Avec qui, bien sûr, nous allons parler de ses projets et puis aussi de sa saison sportive, comment les choses se déroulent, justement, est-ce qu'il est bien impacté également. On aura justement donc le temps d'évoquer pleinement avec lui, bien sûr, sa saison. On parlera également d'athlétisme, on reviendra très longuement sur cette journée qui a eu lieu la semaine dernière et on entendra également donc le coup de gueule du président sur, bien sûr, la difficulté de pouvoir trouver des infrastructures pour pouvoir pratiquer. Et puis on finira par un petit extrait de l'émission de la semaine prochaine et je ne vous en dis pas plus à ce niveau-là. Mais bien sûr, on commence avec justement les nouvelles restrictions, un monde sportif encore sévèrement impacté par justement cette nouvelle décision mise en place pour 3 semaines, puisqu'il va falloir chez les seniors complètement arrêter la pratique, que ce soit entraînement ou compétition en intérieur ou en extérieur. C'était déjà le cas pour l'intérieur, mais là l'extérieur se joint justement bien sûr aux autres pratiques et donc il va falloir tout arrêter pendant 3 semaines dès lundi et donc encore un coup dur pour le monde sportif. La possibilité toujours pour les jeunes de pouvoir poursuivre leur activité. Mais une autre problématique vient se greffer, c'est celle du couvre-feu qui est ramené à 19h au lieu de 22h. Donc, quid de l'organisation pour les entraînements au niveau des jeunes. Donc, les clubs qui sont en adaptation depuis le début de saison, puisque nous sommes dans une situation sanitaire complexe, vont devoir encore faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir conserver les entraînements pour ces jeunes et éventuellement voir donc les compétitions. En tout cas, nous, on continuera à vous donner les infos concernant ces différentes activités. Voilà, on va maintenant se tourner vers notre invité du jour. Rebonsoir. Rebonsoir. Voilà, donc vous avez bien compris, ce soir on parle de voile, donc on parle de la mer. Donc Rodolphe Sefo, justement, déjà un petit point sur votre saison. Est-ce que vous êtes complètement impacté par la situation sanitaire? Alors effectivement, un peu comme tous les sportifs, on doit faire face à cette pandémie et donc forcément nos compétitions, nos entraînements ont été lourdement impactés. Donc en gros, depuis l'an dernier déjà, ça a mis un gros coup de frein à notre progression et toutes les rencontres qu'on pouvait avoir en Guadeloupe ou même à l'international. Donc, on a dû, un peu comme tout le monde, s'adapter, comme vous le disiez tout à l'heure, et imaginer le sport aussi autrement, et essayer de revoir ce qu'on pouvait faire, revoir les protocoles, revoir vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, comment on pouvait adapter notre pratique aujourd'hui avec les restrictions qui malheureusement évoluent assez régulièrement parce que ça ne va pas toujours dans le bon sens. Mais voilà, nous sommes des amoureux du sport et nous continuons quand même à lutter et à pratiquer. C'est vrai que du coup, cette situation, on l'entend un peu dans toutes les pratiques, a fait apparaître bien sûr cette réflexion pour trouver des solutions alternatives pour pouvoir poursuivre la pratique. Par exemple, un exemple concret que vous pouvez donc donner sur la voile. Pourtant, vous êtes, on va dire, quand même une activité où il y a quand même moins de monde puisque vous êtes plus ou moins seul sur un bateau. Voilà. Donc déjà, même pour ça, au quotidien, ce que cela représente? Alors déjà, toutes les pratiques de voile en équipage ont été carrément supprimées. Donc c'est vrai qu'on a réussi et beaucoup d'organisateurs, dont les organisateurs du Vendée Globe, ont réussi, parce que les coureurs étaient en solitaire, à mettre en place des protocoles entre coureurs, équipes techniques et partenaires pour que les événements puissent continuer à se faire. Nous, au quotidien, malheureusement, pendant un moment, mais ça a été quand même amusant, on a pas mal utilisé des supports numériques, donc on a fait de la voile virtuelle. C'était assez rigolo avec les applications comme Virtual Regatta. Et donc, on a aussi pu
bénéficier de ce temps pour se projeter aussi et réfléchir carrément à revoir cette pratique, carrément amener une pratique 2.0 sur la voile et à imaginer comment on pouvait repenser les choses parce il y a eu le Covid, il y aura un après-Covid, il va falloir relancer aussi la machine. Donc, comment aussi on pouvait redynamiser notre pratique sportive. Donc, justement, de toutes ces réflexions, il en découle du coup des projets, des visions, des perspectives. Donc, pour vous, quelle projection justement pour la suite, donc de l'après-Covid? Mais c'était une réflexion qu'on avait déjà lors de l'arrivée de la Route du Rhum 2018. C'est vrai on s'est servi un petit peu de ce temps mort que nous a amené la pandémie pour se projeter à la prochaine édition de la Route du Rhum, mais aller au-delà de ça et commencer à réfléchir à un projet pour participer au Vendée Globe 2024. Et au-delà du projet et du défi sportif en lui-même, on a voulu associer au mieux notre ouverture et l'élément mer, l'élément nautique à la jeunesse guadeloupéenne. Donc, on a fait émerger l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne et donc associer le défi sportif à toute une pédagogie pour mettre en lumière les activités nautiques et le monde du nautisme, l'industrie du nautique, en perspective d'avenir, en perspective professionnelle pour les Guadeloupéens. Concrètement, comment justement ce projet va se matérialiser? On vous écoute et effectivement on entend, donc ça va être au service de la jeunesse. Donc qu'est-ce que ça va leur apporter? Ils seront donc au contact du monde de la voile. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer au fur et à mesure donc, de ce projet? Alors, on a, dans un premier temps, contacté les lycées qui proposent une formation de maintenance nautique et tous les centres de formation, la plupart des grands centres de formation qui proposent des formations sur la maintenance nautique et l'industrie nautique. Et on leur a proposé de prendre part au projet puisque l'avantage, c'est qu'un projet course au large regroupe une grande partie du secteur de l'industrie nautique et de leur proposer de prendre part avec les élèves, avec les jeunes stagiaires en formation à ce projet en passant par des phases de navigation, de connaissance aussi de ce type de bateau, mais de façon plus générale de leur inculquer une culture mer, une culture voile et de mettre en lumière un certain nombre d'activités de cette industrie qui cache bien des activités auxquelles on n'y pense pas forcément, hein, telles que les menuisiers nautiques ou les stratifieurs, etc. Et donc, au travers de leur formation d'origine qu'ils poursuivent dans leur centre, utiliser le bateau et le défi sportif comme support, entre guillemets, de pratique pour enrichir, leur apporter des connaissances qu'ils n'auront pas forcément accès parce que le monde de la course avec les matériaux spécifiques tels que le carbone amène des choses un peu plus spécifiques. Donc, leur permettre d'avoir tous ces outils pour compléter, entre guillemets, leur formation dans cette industrie. À terme, l'idée, c'est de pouvoir se dire que ces jeunes pourront intégrer des écuries, entre guillemets, en France ou même éventuellement, peut-être, en développer en Guadeloupe. Exactement, mais le premier gros objectif, c'est que ces jeunes puissent voir que le domaine de la mer, l'industrie nautique, est un domaine porteur d'avenir, particulièrement en Guadeloupe, puisqu'on est en plein développement. Aujourd'hui, on voit que la région a mis en place un plan d'action pour le développement de l'industrie nautique. Il y a des sortes de formations telles que les RSMA qui se tournent aussi vers cette industrie, donc ça montre bien qu'on va dans le bon sens. Et du coup, en premier temps, qu'ils voient la mer, non pas comme juste un lieu de divertissement, ce qui est déjà une bonne approche, mais qu'ils y voient aussi un lieu d'activité professionnelle et d'avenir professionnel. Et ensuite, idéalement, de les connecter à un projet course, ça va leur permettre de se créer un réseau et pourquoi pas d'être intégrés dans des écuries internationales et pourquoi pas derrière faire émerger des talents guadeloupéens et des futurs skippers qui gagneront la Route du Rhum dans les années à venir. Alors, donc le calendrier du coup d'organisation de ce projet, donc votre objectif c'est donc de participer au Vendée Globe. Donc du coup... L'objectif ambitieux. Il faut en avoir, hein, de toute façon. En tant que sportif, il faut toujours se fixer de nouveaux défis. Donc justement, alors comment ce projet, du coup, avance-t-il?
Et donc, on voit quand même qu'il est bien structuré, mais il va falloir tout de même arriver à trouver un financement suffisant pour pouvoir arriver au terme de ce projet. Alors, en termes de calendrier, aujourd'hui, on a lancé dans la recherche active de partenaires pour nous aider à concrétiser. Donc, justement, je profite de votre antenne pour pouvoir lancer un appel aux partenaires qui ont envie d'embarquer avec nous dans cette aventure et de nous permettre de mettre en lumière cette industrie nautique et ce domaine porteur d'avenir. Sportivement, on a la Transat Jacques Vabre qui arrive en Martinique en 2021, donc fin 2021. Donc, on va pouvoir participer à cette course avec le bateau qu'on souhaite acquérir et un skipper c'est un bateau qui a participé au dernier Vendée Globe, et du coup avec le skipper. Donc, c'est une course en double. Et sur l'année 2022, on a pas mal d'événements qu'on va mettre en place au niveau local. Donc, tentative de record du Tour de Guadeloupe avec des élèves. On va établir un temps de référence entre la Guadeloupe et la Martinique. Pareil, avec des élèves, on a la Caribbean 600 au mois de février 2022 qui va être la première compétition caribéenne de ce bateau. Ensuite, on va ramener le bateau en métropole avant la saison cyclonique pour poursuivre la préparation finale, entre guillemets, le défi Azimut en septembre 2021, qui va être le dernier rendez-vous pour pouvoir se caler par rapport aux autres bateaux qui participeront à la Route du Rhum, et la Route du Rhum en novembre 2022. Et on espère arriver bien placé en Guadeloupe pour nous permettre de continuer vers l'horizon 2024 pour le Vendée Globe. Alors, un programme, on se rend compte, très chargé, nécessaire pour justement arriver à être prêt pour pouvoir disputer le Vendée Globe. Alors, le programme, il est chargé, mais on s'est aussi laissé pas mal de périodes où au cas de restrictions, pouvoir le moduler. Donc, c'était aussi une force pour nous de ramener ce bateau en Guadeloupe et donc de pouvoir jongler entre les événements qu'on va avoir dans la Caraïbe. Et de toute façon, plus on va accumuler de milles sur ce bateau, plus on va être bien préparé. C'est comme dans tous les sports, l'entraînement est quand même très important. C'était aussi important pour nous pour permettre aux Guadeloupéens de s'identifier aussi au projet, au bateau, puisque plus on va avoir d'événements, plus on va entendre parler du bateau, et plus aussi il va pouvoir faire la fierté de la Guadeloupe. Faire un populaire autour exactement. Du bateau. Donc, c'est vrai que bon, ça se construit. Donc, on voit que déjà donc, le projet est en place, la programmation aussi est déjà bien définie. Mais alors, du coup, Rodolphe Seffo en lui, sa place dans tout ça. Comment, du coup, il gère également, parce que vous n'êtes pas un professionnel non plus, vous ne vivez pas que de ça. Du coup, dans le temps, comment vous arrivez à vous organiser pour pouvoir, du coup, gérer et puis atteindre vos objectifs? Alors, comme la plupart des sportifs, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps d'organisation. Aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'allier aussi mon activité professionnelle à ma passion. Donc, c'est vrai que mon employeur me permet aussi de pouvoir disposer de certains temps pour pouvoir faire mes projets et de continuer à transmettre aussi cette passion aux jeunes, puisque je travaille dans l'insertion, notamment dans les métiers de la mer. Mais j'ai une équipe autour de moi qui me permet de moi aussi me délester et de pouvoir me concentrer que sur la partie technique, notamment la préparation des entraînements et la navigation. Et du coup, mon équipe me permet de gérer l'ensemble du projet et d'avancer serein pour pouvoir m'aligner sur les courses de façon, le mieux préparé possible. Alors, ça représente quoi la préparation du skipper? Si pas demain, je dois être skipper. Alors, justement, comment il se prépare? Je pense qu'un peu comme tous les sportifs, il n'y a pas forcément une préparation ou une bonne préparation. Après, j'ai la chance d'être vraiment bien entouré, encore une fois, avec mon staff. Je travaille avec M. Mérion, qui s'occupe de vraiment toute la partie préparation technique, préparation physique et préparation technique de l'homme, entre guillemets, quand alors je suis justement, du coup, parce qu'on se dit, bon, il est dans son bateau, il ne doit pas faire grand-chose. Bon, il doit, entre guillemets, j'exagère, mais ça demande physiquement quelle préparation au skipper? Par exemple, vous faites quoi exactement? Parce que je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à se représenter, parce que c'est pas que l'homme dans son bateau,
Même si effectivement, bon, on sait que c'est quand même physique puisque vous avez beaucoup de manœuvres à faire et tout. Mais vous, en tant que préparation, donc dans votre préparation, ça vous demande quoi exactement? Est-ce que vous passez du temps en salle? Est-ce que c'est dans votre programmation, ça représente quoi? Alors, à bord du bateau, déjà, on travaille à H24. On n'a pas véritablement de temps mort. C'est pas comme les autres sports en salle, par exemple, où à la fin du match, on rentre à la maison. Fini, Voilà, donc là, c'est vrai qu'on part en course au large sur des efforts de longue durée. Donc, on travaille énormément l'endurance. On travaille aussi la gestion du stress et du sommeil à bord, parce que être fatigué va nous amener à prendre de mauvaises décisions, des décisions pas forcément qui vont pas forcément nous tenir en sécurité. Donc on travaille beaucoup sur l'endurance, on travaille beaucoup l'explosivité aussi, puisqu'on va être sur des manœuvres qui vont durer pas très longtemps. Donc en général, c'est des cycles de 20-30 minutes, mais on a besoin d'être à 100% pendant cette période. Et donc on travaille beaucoup ces deux pôles-là en préparation physique. On va travailler aussi beaucoup l'équilibre, puisque on est sur un élément instable quand même. Donc le bateau, il ne faut pas oublier qu'il bouge. Il peut avoir des réactions quand même assez brusques. Et donc, il faut aussi qu'on soit capable de se déplacer de l'avant à l'arrière sur le bateau. Il fait que 18 mètres, mais il y a des fois sur des manœuvres, on a besoin d'aller 5 ou 6 fois à l'avant. Donc, on doit être capable pendant ces courtes périodes d'être vraiment à plus de 100% du potentiel physique. Et ensuite, une fois que la manœuvre est terminée, on doit continuer à faire avancer le bateau, donc c'est pas pour autant on arrête tout et on va se reposer. Donc aujourd'hui, je passe 2 jours par semaine, plus de 3 heures en préparation physique. Et après, en fonction des échéances, on intensifie la préparation. On se rend compte que c'est quand même beaucoup de boulot d'être skipper. C'est pas mal de boulot, effectivement. Eh bien oui, on se rend compte, voilà, ça demande beaucoup de sacrifices et peut-être même plus de sacrifices, en tout cas quand on vous entend décrire tout ce que ça demande, parce que derrière, effectivement, quand il faut gérer la problématique du sommeil, il y a beaucoup d'éléments que d'autres sportifs, comme vous le disiez si bien, effectivement, on sait qu'un match, voilà, c'est 40 minutes, c'est 20 minutes, après, voilà, c'est fini. Voilà. Mais vous, c'est des jours et des jours en mer qu'il faut pouvoir préparer. Et même là, on veut dire que c'est pas compliqué non plus. Dans la tête, on se dit, mais ok, je vais me lancer dans un gros défi en plus. Donc, faut vraiment avoir pris suffisamment de recul pour pouvoir être prêt et se lancer vraiment. Alors, le défi commence à partir du moment où on a l'envie de le faire. J'ai presque envie de dire que pour moi, la phase la plus difficile, elle est aujourd'hui, c'est la recherche de partenaires financiers pour nous aider, puisque ça aussi, ça représente quand même un stress qui est assez important. On ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va boucler le budget, on ne sait pas si on partira dans des conditions de sécurité optimum. Je ne parle même pas de performance, je parle dans un premier temps de conditions de sécurité optimum. Et idéalement, quand on s'inscrit à une course, on veut gagner, donc on va quand même pousser le curseur performance au maximum. Et sur une course comme la Route du Rhum, c'est entre 15 et 20 jours. Voire plus pour les moins rapides. Donc, c'est vrai que là, voilà, on va vivre à H24 et le moindre problème qu'on va avoir, ou en tout cas la moindre manœuvre ou la moindre chose, la moindre tâche du quotidien qu'on peut avoir à terre devient tout de suite sur le bateau très compliqué, ne serait-ce que de se faire une tasse de café. Parce que là, voilà, le bateau, il bouge, on doit manipuler de l'eau chaude, on doit sortir des ustensiles peut-être coupants. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça demande un apprentissage qui est spécifique, ça demande des postures aussi spécifiques, ça demande aussi, nous, que physiquement, on soit à 100% et qu'on puisse à aucun moment relâcher notre vigilance. Et oui, bon, être skipper, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, mais c'est important de le signaler, c'est important d'en parler, parce que c'est vrai que souvent on voit la performance, on sait que c'est quand même difficile, qu'il y a de la difficulté, mais c'est important aussi, oui, de savoir derrière tout ce que ça demande en termes de préparation, en termes d'investissement, pour justement réussir à performer et à ne serait-ce qu'à se placer dans une compétition et peut-être aussi à relativiser, par exemple, une 5e, une 6e place dans une compétition. Effectivement. Bon, en tout cas, voilà, on voit que le projet commence à avancer. Les dates, comme on disait tout à l'heure, sont bien fixées.
Est-ce que donc votre objectif, bien sûr, ce sera de pouvoir atteindre, bien sûr, le budget pour pouvoir donc participer à ce Vendée Globe? Donc, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est réalisable ou est-ce que bon, bah, c'est vraiment un rêve et que vous pensez que vous allez tout de même y arriver, mais qu'il va falloir se bagarrer, mais que ça reste réalisable? Alors, effectivement, il va falloir se bagarrer. De toute façon, c'est la base de tout projet sportif. Il faut, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de bagarre, s'il n'y a pas de difficulté, entre guillemets, il n'y a pas de challenge. Et donc, j'ai presque envie de dire, la victoire, elle est un peu moins belle. Et c'est vrai que nous, quand on parle de victoire, on ne parle pas forcément de première place, mais s'aligner au départ est déjà une victoire. Faire adhérer des partenaires, faire adhérer une population, faire adhérer la Guadeloupe derrière un projet voile encore plus, quand on sait qu'on est un peu moins tourné vers la mer que d'autres régions, c'est déjà une victoire. En tout cas, pour moi, c'est une victoire. Le Vendée Globe, c'est vrai que c'est un objectif très, très ambitieux, mais je voulais aussi, dans ma démarche d'évolution, montrer qu'on pouvait, dans ce domaine, représenter la Guadeloupe dans ce qui se faisait de mieux en termes de compétition, en termes de défis humains. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé Vendée Globe, puisque c'est vraiment le haut du haut de la voile. Et donc, oui, c'est un rêve dans un premier temps, mais ce rêve, aujourd'hui, on se bat pour le concrétiser et on se bat aussi pour faire prendre conscience que derrière, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire vivre à toute la population guadeloupéenne et encore une fois, peut-être faire émerger des talents ou des personnes qui auront envie eux aussi de faire ça et voire même d'aller au-delà de ça. Rodolphe Sefo, on va continuer, on se retrouve tout à l'heure. On va cette fois ouvrir une petite page athlétisme. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on recevait également un membre de la Ligue qui nous évoquait déjà les difficultés pour trouver donc des stades pour pouvoir mettre en place les compétitions. Là, on va partir donc du côté de Sainte-Anne où la semaine dernière avait lieu donc une rencontre qui a pu se tenir et on commence avec bien sûr donc le coup de gueule du président qui tient à rappeler cette situation un peu complexe et puis vous pourrez retrouver les différents athlètes qui étaient présents lors de cette rencontre. Bonjour, nous sommes le dimanche 11 avril, nous sommes en plein triathlon Benjamin Minime sur le stade de Sainte-Anne et nous sommes en présence du président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, Monsieur Danette. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les spectateurs, téléspectateurs. Merci à toi. Nous sommes ici aujourd'hui à Sainte-Anne et il y a des officiels et des athlètes qui sont aussi aujourd'hui même à Sainte-Rose pour un triathlon Benjamin. Vous savez que la piste de Sainte-Rose n'est pas au top, comme disent les jeunes maintenant, mais il faut faire avec et nous sommes, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, obligés de gérer avec la pénurie d'infrastructures sportives, en tout cas d'infrastructures relatives à l'athlétisme en Guadeloupe. Et les rares infrastructures qui existent, eh bien malheureusement, nous sommes obligés de nous battre pour pouvoir les utiliser, alors que dans l'athlétisme guadeloupéen, il y a naturellement des contribuables. Nous avons constaté, et cette semaine encore, alors que ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes privés de compétition pour des raisons diverses, on parle de raisons de conflits sociaux, etc. Mais nous sommes privés de compétition et nous sommes obligés de nous battre pour obtenir des pistes pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir permettre aux 3000 licenciés de l'athlétisme de pratiquer. Alors, je dois remercier, nous sommes à Sainte-Anne aussi aujourd'hui, à la fois la mairie de Sainte-Anne qui avait déjà dédié malheureusement cette matinée au football. Nous avons également remercié la Ligue guadeloupéenne de football qui a accepté d'annuler un match qui devait avoir lieu aujourd'hui. Parce qu'au fond, si il n'avait pas été ainsi, le football aurait occupé tout le week-end à Sainte-Anne, comme il occupe tout le week-end sur d'autres stades. Sauf que devant la pénurie d'infrastructures sportives générales, c'est l'athlétisme qui en pâtit le plus. Parce que d'autres disciplines arrivent, enfin celles en tout cas qui s'exercent en plein air, arrivent tout un petit peu à pratiquer. Et nous, pas du tout. Donc c'est tout à fait anormal, c'est un traitement inéquitable, discriminatoire qui était réservé à l'athlétisme. Et nous avons été amenés à nous battre toute la semaine pour essayer d'avoir ces compétitions qu'on a aujourd'hui. Je rappelle
que nous étions inscrits au calendrier pour une compétition à Bemao samedi. On nous a dit que à cause du mouvement social, tout était fermé, le stade était fermé, et d'ailleurs les clubs d'athlétisme de Bemao ne peuvent pas accéder au stade de Bemao. Il y a 2 clubs d'athlétisme, l'USBM et la CBM, qui ne peuvent pas s'entraîner sur le stade de Bemao, la piste de Bemao. Et nous avons constaté cette semaine qu'il y a 2 matchs de football, dont télévisés, qui se sont tenus à Bemao. Contrairement à tout ce qui nous a été dit. On nous a parlé d'exception, on nous a parlé de dérogation exceptionnelle, et il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas de pour l'athlétisme. Je le constate. Or, l'athlétisme, je suis désolé, l'athlétisme amène des champions du monde, des champions olympiques, des champions de France, des champions d'Europe récemment avec Vélocian, des recordmen de France avec Ilan Bizassen. Je ne suis pas sûr que d'autres compétitions où évoluent des sportifs chevronnés, on ne va pas leur retirer leur qualité. Je ne suis pas sûr que dans ces compétitions-là, qui sont largement télévisées par ailleurs, qu'on dégage des champions du monde. Je ne suis pas du tout sûr de cela. Or, on est en train de mettre en place une politique discriminatoire envers l'athlétisme. Nous avons le plaisir de recevoir sur cette compétition à Sainte-Anne le maire de la commune qui nous a mis à disposition ce stade. C'est non sans balle, hein, c'est non sans balle parce qu'il y avait ce matin un match de football programmé. Le football prend beaucoup de place. Nous ne sommes pas jaloux, hein, puisque nous avons, un palmarès en athlétisme qui est conséquent. Absolument. Tout à fait. Mais quand même, nous souhaitons, face à la pénurie en Guadeloupe, hein, je ne parle pas de Sainte-Anne, la pénurie d'installations pour l'athlétisme, nous nous battons pour avoir ces stades à disposition. Donc, merci encore, monsieur le maire de Sainte-Anne. Non mais président, avec plaisir. Alors d'abord, je voudrais commencer par féliciter le président Ernest Danet, président de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme. On sait déjà depuis tantôt le combat qu'il mène pour l'athlétisme. Et donc vraiment, je pense que c'est une gratification à mon avis qui est tout à fait méritée. D'autant plus qu'on voit qu'il se bat énormément pour faire en sorte que justement ce sport puisse évoluer. Et c'est vrai, comme il disait, qu'on ne peut pas parler de politique sportive véritablement si on n'a pas des infrastructures à disposition des sportifs. C'est vrai que si on veut qu'il y ait un développement de l'athlétisme ou du football ou du tennis, il faut qu'il y ait ces infrastructures. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la chance quand même d'avoir une piste qui peut accueillir. Et donc la municipalité, je l'ai dit au président et je le répète encore, nous sommes totalement disposés à se mettre d'accord avec évidemment les autres ligues pour permettre que l'athlétisme et surtout les jeunes puissent vraiment s'exprimer dans toute leur latitude pour permettre effectivement à ce sport qui mondialement a déjà, je dirais, transporté la Guadeloupe, fait briller la Guadeloupe. Donc il n'est pas question justement à cause de ce déficit d'infrastructure qu'on ne puisse pas continuer ce travail. Je sais qu'effectivement que le CREPS a inauguré sa nouvelle piste, donc c'est très bien. D'entraînement, ouais, c'est très bien, certes, mais c'est vrai qu'au niveau de la Guadeloupe, il y a un manque d'infrastructure. Et je le dis évidemment, moi en tant que maire, nous faisons au mieux. C'est un stade, c'est un complexe sportif que nous avons, donc nous aurons des travaux pour l'ensemble des sports. Mais j'espère que d'une manière générale, et c'est vrai qu'on a été très bien accompagné par les institutions, mais il faut que d'une manière générale, que d'autres infrastructures puissent venir pour permettre ce développement du sport, et particulièrement l'athlétisme. En tout cas, Président, vraiment félicitations et bonne continuation. Et j'espère qu'à partir de ces compétitions de jeunes, eh bien, que de champions sortent pour faire briller la Guadeloupe de par le monde. Mais merci, voilà. Monsieur le maire. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Minime. Minime, très bien. Et ça fait combien d'années que tu pratiques, je me permets, l'athlétisme? Ça fait hyper longtemps, je me rappelle plus. Ah d'accord, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, je disais au président tout à l'heure, j'espère qu'à travers ces compétitions que vous faites, que ça permet d'aller encore plus loin et surtout que vous soyez des champions et des championnes de la Guadeloupe, bien sûr, mais surtout des champions et des championnes qui puissent faire briller la Guadeloupe à travers le monde. Donc ça... Bonjour, je m'appelle Alain Lacroix. Je viens de finir mon 400 mètres. Ça s'est bien passé. Les conditions étaient un peu difficiles, comme on a couru à midi, il faisait chaud. Mais bon, pour une reprise, je suis un peu content. Donc,
Voilà, et je voudrais remercier la Ligue pour la compétition parce que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas sur les pistes. Et je suis passé à 13 centièmes des qualifications. J'étais un peu déçu, mais voilà, j'avais gagné la course, mais je suis passé à 13 centièmes des qualifications des Carifta Games. Mais bon, oui, là, je me remets, comme les compétitions sont découpées. Mais là, je suis content d'avoir retrouvé les pistes. C'est une très bonne course. Et oui, je suis content de moi pour une reprise. Voilà, je me suis senti bien. Oui, je progresse, mais je diminue pas, je reste constant. Donc, voilà, je reste constant, donc c'est bon. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, rebonjour. Nous poursuivons cette compétition, magnifique compétition qui se déroule au stade de Sainte-Anne. Je suis aux côtés du président de la CSO de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme, Moïse Lemnos. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont vos sentiments par rapport à l'organisation de cette compétition, celle d'aujourd'hui qui se passe à Sainte-Anne et aussi à Sainte-Rose? Comment se situe la Ligue par rapport à tout ça? Quels sont vos retours et vos impressions? En fait, je suis satisfait effectivement de pouvoir remettre les athlètes en compétition. Donc, je remercie effectivement les deux maires de Sainte-Rose et de Sainte-Anne, d'accord, pour avoir mis à disposition effectivement leur équipement. Et surtout, je remercie aussi l'ensemble des officiels qui ont répondu aujourd'hui. D'accord, donc voilà un peu, donc nous sommes satisfaits. Il y a eu des performances intéressantes et les enfants, ceux qui se sont entraînés, effectivement, ont pu compétir. Voilà, je suis satisfait sur ce plan-là. Donc la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme est toujours aux côtés de ces athlètes, de ces clubs. Nous avons eu des difficultés à organiser ces compétitions, mais on s'adapte. Quelle est la suite pour cette fin de saison à venir? Enfin, avant les difficultés, nous sommes habitués, hein, donc nous allons toujours tout faire effectivement pour mettre les athlètes en compétition. Nous trouverons aussi des soirées, quels que soient les stades, hein, à BIM ou autres, des petites soirées effectivement, pour rattraper le temps, puisque tout a été décalé, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc nous n'avons aucune crainte pour l'avenir, effectivement. Donc je vois que les athlètes sont en assez bonne forme et nous n'avons rien à craindre. Nous attendons la suite de l'après-Covid pour que les choses aillent mieux. Moïse Lemnos, nous vous remercions. Merci encore à la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme d'être là aux côtés de ces bénévoles, je le disais tout à l'heure, aux côtés de ces athlètes. Et puis la suite au prochain rendez-vous. Voilà, donc un petit résumé de ce qui s'est passé à Sainte-Anne. Vous avez pu voir bien sûr ces athlètes évoluer sur la piste et entendre également les difficultés de la Ligue d'athlétisme. Mais bon, on sait que ces difficultés sont dans le sport de manière générale, dues à la situation sanitaire, mais aussi à la situation sociale. Et donc on fait avec et tout le monde s'adapte. On va revenir vers notre invité du soir, Rodolphe Seffon. On va continuer donc à découvrir, donc on a bien vu votre futur projet avec ces différentes, on va dire, votre expérience dans sa globalité. Vous pensez aujourd'hui avoir les armes pour pouvoir affronter et répondre positivement à votre projet ambitieux? Les armes, oui. De toute façon, on a quand même imaginé ce projet avec l'expérience et le retour qu'on avait. C'est vrai que ça va être ma 3e participation à la Route du Rhum. Donc, ça m'a permis quand même d'engranger pas mal d'expérience. Ensuite, on avait mis quand même quelques années auparavant des choses en place. Donc, j'avais intégré le pôle course au large des Sables d'Olonne, enfin des courses au large, et notamment la team pro d'Arnaud Boissière, qui est un skipper en IMOCA, le skipper qui a le record du nombre de vents des globes. Et donc, toutes ces choses qu'on a mis en place nous ont permis aujourd'hui de penser à ce projet de façon le plus réalisable possible. Et donc, du coup, on est sûr, on attend que ça. Bien sûr, vous tenez à rassurer les futurs partenaires. Exactement, surtout. Parce que bien sûr, il faut accompagner ce beau projet. Et comme on l'a si bien dit au départ, un projet qui est double. Rappelez bien sûr que au niveau de ce projet, vous mêlez aussi donc la jeunesse, pouvoir faire émerger donc ces métiers autour justement du monde du nautisme. Donc, est-ce que vous pensez par rapport déjà à... Parce que c'est quand même des métiers aussi qui existent en Guadeloupe, donc ou pas du tout.
ou est-ce qu'il va falloir créer de nouvelles filières ou comment, du coup, sous cet aspect-là, le projet amène des choses? Alors, il y a une grande partie de ces métiers qui existent en Guadeloupe. Ensuite, c'est vrai que sur le projet Cours Solaire, sur le défi sportif, c'est quand même assez spécifique. Mais l'idée, c'est d'utiliser justement ce défi qui est spécifique et qui est finalement un condensé de l'ensemble des activités qui regroupent l'industrie nautique dans un temps court et leur permettre de voir un panel de métiers quand même assez large. Maintenant, il faut continuer à se développer en Guadeloupe. Il y a un travail qui est déjà amorcé depuis des années par les professionnels de l'industrie nautique ici, notamment les chantiers Forbin, pour ne citer que, et bien d'autres encore. Et l'idée, c'est de ramener des jeunes dans ce vivier, de ramener des jeunes vers cette orientation professionnelle et qu'eux aussi, derrière, ils puissent développer d'autres entreprises, d'autres activités qu'ils auront peut-être pu découvrir au travers de ce défi sportif. Donc, est-ce que, du coup, par rapport à la situation sanitaire, vous qui êtes dans le milieu de la voile, est-ce que ça a impacté aussi l'arrivée de nouveaux pratiquants? Est-ce que, donc, du coup, le projet qui se décale aussi, qui se déroule, sur plusieurs années, permettra aussi aux Guadeloupéens de voir la voile différemment? On sait que ça se construit, ça s'est un peu décloisonné petit à petit. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au maximum où on peut encore apporter de nouvelles choses à la voile, qu'il peut encore y avoir plus de personnes qui soient dans l'apprentissage de la voile, devenir skipper tout comme vous? Alors, c'est une chance, ce type d'activité, puisque la voile est en plein développement au niveau international. On l'a vu aujourd'hui avec les nouveaux appendices que tout le monde regarde un petit peu avec les yeux écarquillés, les foils qui permettent carrément de voler au-dessus de l'eau. Donc, c'est aussi toute cette technologie qu'on souhaite ramener en Guadeloupe et démocratiser aussi sur l'île. Donc, je pense on a dû s'adapter avec le Covid, mais de l'autre côté, on a l'activité sportive voile, mais on a aussi l'activité loisir. Et donc, par rapport à ce projet, ce défi sportif, c'est aussi de ramener cette technologie en Guadeloupe, cette envie aussi de continuer à se développer sur ce type d'activité, puisqu'on le voit bien depuis de nombreuses éditions aujourd'hui, les Guadeloupéens se sont appropriés la route du Rhum, pour citer qu'elle, mais on a aussi la Mini Transat. On avait jusqu'à récemment la Transat AG2R, donc on a quand même des courses de renommée mondiale qui arrivent dans nos eaux, et donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens. On voit aussi que de plus en plus de Guadeloupéens s'alignent, se mettent sur les lignes de départ et veulent défendre les couleurs de la Guadeloupe sur tous les océans du monde. Donc c'est un sport qui nous permet de grandes perspectives, et aujourd'hui on veut aussi, à travers notre défi, ramener notre pierre à l'édifice et continuer à ouvrir et montrer ce développement de l'activité. Sur les différentes routes du Rhum que vous avez auxquelles vous avez participé, est-ce que vous avez des petits souvenirs un peu insolites qui vous restent et qui vous dit ah ouais, pourquoi pas? Ce genre de petits souvenirs, parfois on se dit, on en rigole maintenant. Oui, il y a toujours plein de souvenirs qui restent. C'est vrai qu'une des choses qui m'avait beaucoup marqué, c'était lors de ma dernière route du Rhum, en fait, entre deux dépressions, puisque j'avais essuyé quand même 4 dépressions d'affilée. Entre 2 dépressions, je me suis retrouvé dans un jour sans vent, puisque la deuxième dépression, en fait, elle tardait un peu à venir. Et c'était un peu stressant de savoir à quel moment ça va nous cueillir. Donc, toute la journée, j'ai tourné à vérifier si j'avais tout bien préparé, si j'avais bien réduit les voiles, si tout était à portée de main. Et malgré ça, quand la dépression est arrivée, je me suis fait bien secouer. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment mettre un peu la course en stand-by et penser avant tout à préserver mon bateau et me préserver aussi pour ne pas me blesser, ne pas avoir de casse pour me contraindre à l'abandon. Est-ce que dans la voile, on peut se dire, là, aujourd'hui, m'est arrivé ça, la prochaine fois, non, ça ne m'arrivera plus, ou c'est tellement une activité avec tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas se permettre de se dire ça, parce que chaque course sera vraiment différente et on doit les vivre les unes après les autres?
C'est un petit peu des deux. Effectivement, on va engranger de l'expérience et on va essayer au mieux de se préparer aux choses qui pourront arriver, mais on reste quand même sur un élément qu'on ne maîtrise pas, voire presque pas du tout. Et donc forcément, on peut avoir la même casse, la même avarie plusieurs fois d'affilée. On n'est d'ailleurs même pas obligé de faire la route du Rhum, mais pour avoir des petites avaries comme ça, ne serait-ce que de naviguer dans la baie du Gosier, on peut avoir des avaries quand même assez conséquentes. Donc ça nous sert quand même de leçon. On appréhende les choses différemment. On essaie de s'y préparer au mieux, mais ça reste un sport matériel dans ce premier temps. Donc on ne maîtrise pas non plus à 100% le matériel et ça reste aussi une activité de pleine nature, donc on ne maîtrise pas non plus à 100% les éléments. Mais voilà, en tout cas, on apprend à appréhender les choses différemment, on apprend à mettre en sécurité notre bateau, on apprend à se mettre aussi en sécurité et justement à savoir exactement à quel moment on passe en mode course ou à quel moment on passe en mode il faut tout préserver pour arriver. Et justement, c'est important de pouvoir maîtriser ça, puisque votre objectif, le Vendée Globe, c'est quand même un tour du monde où vous êtes tout seul et où vous allez affronter vraiment un peu tous les océans du monde. Donc ça aussi, dans la tête, justement, on s'y prépare au fur et à mesure, tranquillement. Oui, on s'y prépare tranquillement. Après, on s'enrichit aussi de l'expérience des autres skippers. On s'enrichit aussi de leurs aventures. On construit aussi notre aventure. On imagine aussi pas mal de choses. Et donc, autour de ça aussi, on prépare notre bateau. En conséquence, on se prépare aussi en fonction de cet événement gigantesque qui nous attend. Est-ce que, en tant que skipper, on sait qu'on est dans un milieu incertain, on en a parlé, on ne contrôle pas forcément les événements, on est un peu tributaire du bateau, même si on gère, il peut nous arriver des choses. Comment on gère justement derrière cette partie un peu plus difficile, que ce soit même pour la famille ou même pour soi-même? Est-ce qu'on a au fond de soi, quand on est skipper, une petite crainte qui se dit, peut-être qu'on ne sait jamais, hein, sur une course, ce sera peut-être ma dernière, ou je ne sais pas comment on gère justement du coup ça aussi? Comment on gère ça? Je vais dire comment moi je gère ça. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir commencer la voile très jeune et donc du coup de briefer un petit peu ma famille qui m'a vu évoluer dedans. Donc c'est vrai que je ne dis pas très fort, mais je sais qu'ils sont en stress à chaque fois que je quitte le quai parce que on sait très bien, on n'en parle pas forcément systématiquement, mais on sait qu'à chaque fois que je vais larguer les amarres, c'est peut-être la dernière fois que je le fais. Maintenant, j'ai un préparateur mental qui me permet aussi, moi, de gérer mon stress et de gérer aussi toutes ces phases-là, de savoir rassurer ma famille, de mettre en place une façon de communiquer aussi qui se veut rassurante, qui se veut positive, parce que vivre les choses éloignées des autres, ça génère quand même du stress, mais on essaie de ne pas leur communiquer le stress et les appréhensions qu'on va pouvoir avoir. C'est sûr qu'on a des craintes. On a toujours des craintes. J'ai envie de dire que si on n'en avait pas, on serait peut-être fou. Et c'est là où ça deviendrait dangereux, quelque part. Mais voilà, c'est aussi faire confiance à sa préparation qui nous permet d'affronter les choses étape par étape. On a quand même derrière une grosse préparation. En tout cas, moi, j'ai une grosse préparation. On crée beaucoup de procédures. On les valide avec notre équipe, ou en tout cas, si ce n'est pas validé, on retravaille dessus. Et on met toujours en priorité la sécurité du skipper à bord. Donc, être capable de communiquer, de s'alerter, de se mettre en sécurité ou de se faire récupérer en cas de grosse avarie. Donc, ça, c'est vraiment notre priorité au niveau travail. Très bien, je pense qu'on a fait un petit tour. Juste du coup un rappel du projet pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous au début. Alors du coup notre projet c'est l'économie bleue au service de la jeunesse guadeloupéenne. L'idée pour nous c'est au travers du défi sportif qui va nous amener au Vendée Globe en passant par la route du Rhum et cette année la Transat Jacques Vabre, de pouvoir mettre en lumière l'industrie nautique pour nos jeunes Guadeloupéens et d'essayer au maximum de susciter des vocations et peut-être même de faire émerger le futur skipper qui gagnera tout en Guadeloupe.
Et donc pour cela, il lui faut un accompagnement, des accompagnements, bien sûr. Donc si vous êtes financeur et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pense qu'il ne l'a pas dit, mais moi je le dis pour lui. Effectivement, on a toujours besoin de partenaires. On a besoin de partenaires pour nous aider à concrétiser ce projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet, rodolphecefo.navigateur.com. Donc n'hésitez pas à venir voir notre site, à découvrir aussi notre projet et puis à nous contacter et embarquer avec nous dans cette aventure. Très bien. Merci en tout cas, Rodolphe Cefo, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et puis de nous avoir fait découvrir votre monde, le monde de la voile. En tout cas, on y a pris plaisir. Avant de se quitter, retrouver un petit extrait de l'émission de la semaine prochaine. Et bien sûr, on s'est entretenu avec Michael Pietrus, qui est de passage en Guadeloupe. Et donc, regardez ce petit extrait pour vous donner envie d'être avec nous la semaine prochaine. Depuis tout jeune, vous n'avez pas beaucoup de différence, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'années de différence. Est-ce que c'est ce qui a permis aussi d'avoir un lien aussi fort entre vous deux? En fait, ce qui nous a permis d'avoir un lien aussi fort, c'est-à-dire que quand on était sur le terrain, on avait des codes que les autres ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'on savait sur le terrain qu'il fallait que je l'aide et il fallait qu'il m'aide. Et donc, quand vous avez deux frères comme ça sur le terrain, les autres ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça qu'on a construit notre réussite sur le terrain. Et puis comme j'ai dit, on est parti de notre côté, mais il y avait toujours ce lien où tu pars, mais fais en sorte que tu réussisses et que tu représentes le mieux possible les frères Pietrus et la Guadeloupe. Donc lui aussi, il a fait de même en Europe. Il a remporté beaucoup de titres. Moi, je suis en finale contre Kobe Bryant. J'ai joué contre les meilleurs joueurs dont les Guadeloupéens rêvent tous les jours. Donc, je les ai touchés, j'étais là, il y a la sueur, oui, j'ai la sueur. Et puis aussi, ils étaient contents de me toucher, Guadeloupéens, tout ça. Donc, voilà, c'était très important de représenter honnêtement le 9-7-1. Et moi, je suis fier de représenter la Guadeloupe. J'essaie de le faire le plus souvent possible. Parce que nos jeunes, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de ce soutien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs qui partent et qui ne reviennent plus. Moi, je reviens aux sources. C'est important notre voix pour nos jeunes. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence. Et aujourd'hui, c'est important. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie et donc rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir voir l'intégralité de cet entretien avec Michael Pietrus. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, passez un très bon week-end, sportif si possible, dans la mesure bien sûr de vos possibilités. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous.